Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Alain Antil, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. À l'origine, il est spécialiste de la Mauritanie, pays auquel il a dédié sa thèse de doctorat en géographie. Puis il a élargi ses compétences au Sahel et même au-delà. Parmi ses publications récentes, on peut citer un briefing de l'IFRI coécrit avec Thierry Vircoulon, intitulé « Après l'échec sahélien, repenser le logiciel de la politique française en Afrique ». Avant cela, il avait coécrit en 2023 une étude remarquée sur le développement du discours anti-français en Afrique francophone. Alain, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, vous revenez tout juste du Sénégal, où vous êtes allé observer le contexte post-électoral. L'arrivée au pouvoir du président Faye, issu d'un parti panafricaniste qui a beaucoup critiqué la France, augure-t-elle d'une modification substantielle des relations entre ces deux pays ? Il faut revenir un peu sur l'histoire de ce parti qui a été créé en 2014, le PASTEF, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et c'est vrai qu'à l'extérieur des frontières du Sénégal, on a surtout retenu des discours parfois très virulents et très anti-français. Ça fait partie de l'ADN de ce parti. J'avais noté une phrase, une déclaration presque incendiaire de Ousmane Sonko, qui est le leader charismatique de ce parti. En juillet 2021, il dit « Il est temps que la France lève son genou de notre cou ». On voit à quoi il fait allusion, évidemment. C'est pour vous dire qu'effectivement, ce parti a beaucoup pratiqué le discours anti-français. Toutefois, ces 2 dernières années, ils ont beaucoup modulé, beaucoup amoindri ce discours anti-français qui est devenu totalement marginal dans leur discours, y compris dans la campagne électorale. C'est passé vraiment au second plan. Pourtant, il y a dans la composante du PASTEF, il y a notamment il y a un personnage qui est Guy Marius Sagna, qui a monté un mouvement qui s'appelle FRAPP, France Dégage. Donc c'est constitutif de ce parti, mais ils l'ont mis quand même en sourdine depuis 1 an ou 2. Le PASTEF est beaucoup plus qu'un parti, je dirais, dégagiste ou une espèce de mouvement de mobilisation des jeunes, puisque en réalité, il est composé essentiellement, le noyau dur est composé de fonctionnaires ayant fait l'École nationale d'administration. Beaucoup de gens qui se sont retrouvés d'ailleurs dans l'administration fiscale. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye viennent de cette administration où ils ont créé un syndicat et où ils ont commencé à dénoncer des crimes économiques, c'est-à-dire de la corruption. Ils se sont fait beaucoup martyriser par le pouvoir en place. Ousmane Sonko, on le sait, a été emprisonné, accusé de viol, puis de corruption, une condamnation qui a été requalifiée en corruption de la jeunesse. Et Bassirou Diomaye Faye a été aussi emprisonné pendant presque 1 an et il a été libéré une dizaine de jours avant le premier tour. Donc on a un parti qui peut paraître comme ça un parti dégagiste, mais qui est composé de gens qui connaissent l'État, le fonctionnement de l'État. Et on est dans une phase où ils essayent de montrer qu'ils sont capables de gérer les choses. Et ils trouvent une situation financière d'ailleurs assez dégradée puisque le pays s'est beaucoup endetté. Donc ils sont dans des négociations avec le FMI, avec certains bailleurs et ils ont remisé certaines outrances dans leur discours pour paraître un parti de gouvernement et non plus un parti tribunicien. Et donc sur les relations avec la France, qu'est-ce que vous pressentez ? Alors, pour l'instant, les grandes critiques qu'ils ont faites vis-à-vis des partenaires extérieurs, dont la France, ça concerne surtout, je dirais, tout ce qui est extractif. Depuis le pétrole et le gaz, le Sénégal, comme vous le savez, va devenir un producteur de gaz à l'horizon de la fin de cette année ou du premier semestre de l'année prochaine. C'est un pays où il y a des intérêts miniers et surtout beaucoup de pêche et d'accords de pêche.
La France se trouve assez à l'écart de ce secteur et de ce fait, elle n'est pas forcément dans le viseur. Aujourd'hui, les grands dossiers que va devoir traiter Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, c'est certaines renégociations de contrats avec des majors, notamment avec British Petroleum, et des accords de pêche, ou en tout cas un assainissement des accords de pêche. Donc la France ne se trouve pas dans le viseur, mais par contre, il se pourrait que ce pouvoir ait à montrer des victoires rapides. Et l'une des choses qu'on pourrait voir, je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est une spéculation de ma part, c'est toucher à ce symbole qui est la base militaire française qui se trouve à Dakar, le quartier Jail, comme on l'appelle. C'est une éventualité, ça pourrait être une tentation de montrer une espèce de victoire très très symbolique et qui coûte finalement assez peu cher au pays. Le Sénégal est l'exemple d'une transition démocratique, mais il y a aussi eu plusieurs putschs en Afrique francophone au cours des dernières années. Est-ce qu'il faut y voir nécessairement un échec de la politique africaine de la France ? Oui, vous avez raison de signaler qu'il y a véritablement une exception sénégalaise. Si vous tracez une ligne depuis Asmara en Érythrée jusqu'à Dakar, hein, vous traversez de part en part l'Afrique, vous n'allez trouver que des dirigeants militaires, sauf au Sénégal. Le Sénégal est le seul pays où l'appareil militaire ne s'est pas invité depuis l'indépendance dans le champ politique. Et le Sénégal est un pays où on a connu, et on en a vécu une il y a quelques semaines, 3 vraies alternances politiques. C'est-à-dire, moi j'appelle alternance politique un processus où les gens qui sont au pouvoir se représentent avec l'intention de gagner et perdent les élections face à leur opposition. C'est extrêmement rare, même dans les pays qui tiennent des élections à échéance régulière. Donc il y a une vraie exception sénégalaise qui est un bel exemple, une immense satisfaction pour toute la région et je dirais même pour toute la communauté internationale parce qu'on a vu que le Sénégal avait effectivement des institutions qui avaient tenu le coup face à une espèce de dérive du président sortant qui a voulu reporter les élections, qui a fait traîner en justice certains de ses opposants. Les institutions ont résisté et finalement la passation de pouvoir s'est assez bien passée puisque le candidat perdant, le candidat du parti sortant, Amadouba, avant la déclaration officielle des résultats, a annoncé sa défaite et félicitait le gagnant. Sur la question des coups d'État, on a plusieurs choses. D'une part, les coups d'État dont on parle, c'est aujourd'hui 5 pays. Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée, Conakry et Gabon. Il faudrait revenir sur chacun d'entre eux, mais on n'a pas le temps de faire ça. Il serait trompeur de penser que chacun de ces coups d'État est un coup contre la France ou même la relation du pays avec la France. En réalité, quand vous voyez au Gabon et en Guinée, ça n'a pas du tout affecté la qualité de la relation entre les deux pays. Et même quand on regarde dans le détail les processus burkinabés et maliens, le premier coup d'État malien n'est pas, la relation avec la France n'est pas du tout dégradée. Il faut attendre une espèce de ce qu'on appelle le coup d'État dans le coup d'État pour qu'il y ait vraiment une cassure. Et pareil, il y a eu 2 coups d'État pendant l'année 2022 au Burkina Faso. Le premier coup d'État amène un dirigeant, M. Damiba, le colonel Damiba, qui n'est pas du tout anti-français, bien au contraire. Donc, il faut décorréler cette question des coups d'État, même si évidemment, dans les 3 pays sahéliens, avec des processus très divers et surtout avec des timings très très différents, ça aboutit à un départ et à une dégradation très très forte des relations avec la France, et c'est pour ça qu'on interprète parfois ces coups d'État comme un échec français, mais il faut d'abord dire une évidence, un coup d'État c'est d'abord un échec
de la vie politique et du corps politique local. Maintenant, ces décisions des juntes révèlent aussi des tensions et des incompréhensions extraordinairement fortes entre le partenaire français, qui pour les 3 pays sahéliens était un partenaire très important du point de vue sécuritaire, pas forcément économique mais surtout sécuritaire, et ça témoigne, on y fait allusion dans le briefing, d'une dégradation de la qualité de la relation de la France avec en particulier l'Afrique francophone. En particulier en Afrique de l'Ouest. Les dynamiques sont un peu différentes en Afrique centrale, mais en particulier en Afrique de l'Ouest. Ça ne se cantonne pas évidemment aux pays sahéliens. J'aimerais revenir maintenant sur votre étude de l'an dernier, que vous avez coécrite sur le discours anti-français. Vous insistez plus particulièrement sur 3 thématiques qui nourrissent ces discours. D'abord le franc CFA, ensuite l'aide publique au développement et enfin la présence de bases militaires françaises. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur ces 3 éléments ? Oui, on en parle dans la première partie parce que en réalité, ce sont 3 piliers traditionnels 3 composantes essentielles de la politique africaine, ou en tout cas de la France vis-à-vis de l'Afrique francophone. On distingue dans cette étude ce qui nous apparaît comme des critiques raisonnées, raisonnables et tout à fait justifiées, et jusqu'à la diffusion de fake news et de choses qui sont de l'ordre de la fantasmagorie. Les points que vous évoquez appartiennent à la première catégorie. C'est-à-dire qu'il y a une dénonciation des piliers fondamentaux de la politique française vis-à-vis de l'Afrique francophone. Alors sur le CFA, je vais m'y étendre un peu plus que les 2 autres parce que c'est le plus complexe. Il y a deux types de débats en Afrique francophone sur le CFA. D'ailleurs, je dis le CFA, mais en réalité, il y a plusieurs francs CFA, puisqu'il y a une banque centrale pour l'Afrique de l'Ouest, il y a une banque centrale pour l'Afrique centrale, et il y a un franc CFA aux Comores. On a un débat entre économistes africains qui repose sur le fait que les économistes qui critiquent le franc CFA disent que c'est une monnaie rigide qui ne permet pas de favoriser l'essor d'un appareil productif sur le territoire. Et il y a beaucoup aussi d'économistes africains qui disent que le CFA est une bonne monnaie pour l'Afrique parce que c'est dans les pays de zone CFA où on a le moins d'inflation. Il y a un accès aux devises étrangères. Justement, grâce à l'accord avec la France, on peut toujours convertir les CFA en euros. Et ça, c'est quand même un atout pour ces économies. Et donc, dans le champ des économistes, ce débat, il a cet aspect-là. Maintenant, il y a un deuxième débat qui est un débat plus politique. Le débat politique va nous dire que, quand on ne contrôle pas sa monnaie, on n'est pas pleinement souverain. Parce que les accords... Il y a eu des réformes en 2019, mais les accords la gestion du franc CFA était une gestion conjointe entre la France et ses anciennes colonies. C'est-à-dire qu'il y avait des dépôts de devises de tous ces pays du franc CFA dans un compte français, et la France était dans la gouvernance des banques centrales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Ça, c'est quelque chose qui est très dénoncé, à la fois par les élites et par les populations. Il y a eu des réformes, notamment sur 2 des points que j'ai évoqués. Il y a pratiquement plus de devises qui sont stockées en France, et la France s'est retirée de la gouvernance des 2 banques centrales. Mais pour beaucoup, et je dirais même pour les gens, pour les populations, tant qu'ils auront un billet qui s'appelle franc CFA dans leur poche, pour eux, ça restera un instrument de domination de l'ancien colonisateur sur ses anciennes colonies. Même si par ailleurs, il y a des pays qui n'ont pas été colonisés par la France, qui ont rejoint cette zone, notamment la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, qui sont entourés d'économies en zone franc.
Sur les deux autres points, je serai un peu plus rapide. Sur l'aide, et là je vais être un peu caricatural parce que l'aide, c'est en réalité beaucoup de dossiers qui va de la formation jusqu'à l'aide au développement. Mais pour résumer, un sentiment qui est largement partagé dans les populations africaines et même parfois dans le personnel politique, ils ne voient pas l'effet de l'aide au développement, qu'elle soit française d'ailleurs ou autre, et ils perçoivent cette aide comme une aide au régime plus qu'une aide aux populations. Et donc, ça décrit une espèce de connivence entre une communauté internationale qui prône des valeurs démocratiques tout en soutenant des régimes qui le sont formellement, mais qui sont en réalité très, très corrompus. Donc la dénonciation de l'aide repose essentiellement sur ça. Et sur les bases militaires, j'ai eu des discussions avec des militaires français, ils sont toujours assez surpris quand on leur parle de ça, parce que eux, au quotidien, les bases françaises, il n'y a pas des articles tous les jours dans les journaux pour dire dégager ou des choses comme ça. Mais en réalité, quand on va au-delà des simples apparences, les bases françaises, les accords de défense, et la France a cette particularité, on le sait pas assez, mais c'est la seule ancienne puissance colonisatrice qui intervient régulièrement militairement en Afrique subsaharienne depuis les indépendances. Quand on met bout à bout toutes les interventions, alors toutes n'ont pas la taille de Barkhane, des fois c'est des petites interventions, on en a une cinquantaine en un peu plus de 60 ans. Les Anglais, les Portugais, les Italiens évidemment, ou les Belges ont arrêté ça depuis très très longtemps. Donc il y a une vraie particularité. Et il faut comprendre la perception qu'on peut en avoir dans les pays d'Afrique subsaharienne. On dit 60 ans après les indépendances, quand il y a un problème sécuritaire, c'est l'ancien colonisateur qui vient. Donc c'est un vrai problème et c'est un symbole d'outils, enfin en tout cas de ce qui est perçu comme des outils de domination et de perpétuation d'une relation asymétrique et finalement assez malsaine. Pour cette étude sur le discours anti-français, l'IFRI a travaillé avec une entreprise spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux, ce qui a permis de démontrer que certains arguments anti-français sont poussés par la russofère. Mais ne serait-ce pas une erreur de voir dans la multiplication de ces discours uniquement la main de la Russie ? Oui, c'est d'ailleurs ce qui a motivé notre étude en vérité. On était, mes co-auteurs et moi, c'est-à-dire Thierry Vircoulon et François Diavolouki, assez agacés par une petite musique qu'on entendait dans les sphères décisionnelles françaises et dans certains ministères, de résumer les discours anti-français en Afrique subsaharienne à simplement à l'activisme russe comme une des composantes de sa guerre hybride. On connaît tous ça. Évidemment, c'est un aspect, mais c'est un aspect qu'il faut comprendre comme second, ou en tout cas comme accélérateur, mais pas comme élément premier. L'étude montre que les discours sont anciens, qu'ils sont bâtis, nous l'avons vu tout à l'heure, sur une critique légitime de la relation postcoloniale entre la France et ses anciennes colonies, qu'ils vont crescendo ces 15 dernières années, et ça, tous les chercheurs qui travaillent sur l'Afrique le perçoivent. Ils sont de plus en plus virulents, ils sont pas comme à une certaine époque confinés à des marges intellectuelles, sont devenus des sentiments populaires, parce que les pôles de diffusion sont beaucoup plus nombreux avec l'émergence des réseaux sociaux. Et puis dans sa marge la moins noble, je dirais, les discours anti-français s'appuient aussi sur des fake news diffusés très très largement par les discours politiques et par les réseaux sociaux. Par exemple, on va dire que la France était intervenue militairement au Mali parce que elle visait les ressources minières du Mali, alors qu'il n'y a pas eu d'entreprise française par le passé ou au présent qui sont dans le secteur minier malien. Et il y a une partie des opinions publiques qui est très séduite par les discours panafricanistes. Qui est connu en France par certaines figures comme Kémy Séba et Nathalie Yamb,
qui eux sont dans une outrance totale où en fait tous les problèmes des pays d'Afrique francophone sont dus à la France. Donc Bloom Analytics, Bloom Social Analytics, avec qui on a coopéré, a montré notamment sur deux points. D'une part, ils ont fait des graphes de réseaux sociaux, ils ont montré que les sphères, la russosphère et la sphère panafricaine s'interpénétraient très très fortement. C'était assez probant dans les graphes qu'ils ont fait. Et puis on leur a demandé de travailler sur la diffusion de fake news à un moment donné pour faciliter le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire que pendant 36 heures, massivement, on a diffusé sur les réseaux sociaux 2 fake news. La France est en train d'organiser un contre-coup d'État. Attention, il y a des parachutistes français. Et le colonel renversé est dans un camp français. Donc ça a permis de mobiliser d'une certaine manière. Donc il faut avoir ça en tête. J'aimerais parler maintenant de votre briefing d'avril 2024 sur la nécessité de repenser le logiciel de la politique française en Afrique. Vous pointez plus spécifiquement 3 aspects problématiques: la déconnexion entre l'analyse et la politique, la culture du paternalisme et la contradiction entre politique migratoire et politique africaine. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer ces 3 points ? Alors le premier, il est assez constant dans la Ve République. Il y a une concentration très très forte du pouvoir et surtout de la politique étrangère à l'Élysée. Alors selon les moments, selon les présidents, le Quai d'Orsay est plus ou moins associé. Mais pour l'Afrique, je dirais que c'est encore plus concentré. Et on l'a vu, ça a amené à des erreurs d'analyse ou des erreurs politiques majeures comme l'entêtement de François Mitterrand et des gens qui l'entouraient dans l'épisode pendant le génocide rwandais, à ne pas comprendre assez tôt qu'il s'agissait d'un génocide et qu'il ne s'agissait pas simplement de tuerie entre une armée venue de l'extérieur et le régime rwandais. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique pour la politique africaine. C'est souvent dans les mains du seul président et de ses conseillers directs. Je dirais que malheureusement, le président actuel n'échappe pas à cette critique. Et on voit... Quand on parle de déconnexion entre l'analyse et la décision, ça va beaucoup plus loin qu'une déconnexion de la recherche, en particulier de la recherche des think tanks avec les pôles décisionnaires. Évidemment, notre recherche, elle est diffusée, elle est lue, comme celle de bien d'autres, mais on insiste aussi sur une analyse interne au ministère. Et cette analyse interne n'a pas forcément beaucoup plus de poids dans la décision finale. En fait, on voit que on retient les analyses qui confirment les pressentiments ou le sentiment du décisionnaire final. Et ça, c'est une manière de travailler qui amène à ignorer une partie de l'analyse et donc d'être toujours de subir les événements plutôt que de pouvoir les prévoir. Je pourrais donner un autre exemple en m'éloignant de l'Afrique subsaharienne. Quand on se rappelle de la chute de Ben Ali en Tunisie, au début des printemps arabes, il y a des gens, y compris dans la presse, qui ont dit « mais qu'est-ce que fait l'ambassade de France et pourquoi ils n'ont rien vu ?» En réalité, on le sait tous dans cette salle, c'est qu'il y avait des gens à l'ambassade de France en Tunisie qui alertaient depuis des années des transformations, des problèmes, des possibles révolutions sociales, mais les relations avec notre ami Ben Ali étaient tellement fortes qu'on s'asseyait sur ces analyses. Donc c'est un problème. Alors c'est le problème du politique en général, c'est pas spécifiquement français, mais il faut le dépasser et essayer d'intégrer un peu mieux l'analyse. Sur le deuxième point, le paternalisme, alors on cite 2 exemples, je vais en donner un. Nicolas Sarkozy, qui peu après son élection va à Dakar dans l'université Cheikh Anta Diop,
et qui dit l'homme africain n'est pas entré dans la modernité ou quelque chose comme ça. On n'imagine pas un président français ou même un président de quel que soit de pays qui vienne insulter tout un continent. Imagine-t-on un président français aller en Inde en disant l'Asie ou l'Asie du Sud n'est pas encore entrée dans... Enfin, et ça, c'est quelque chose qui malheureusement continue, qui amène de nombreux faux pas diplomatiques, qui viennent ruiner parfois des années d'efforts, simplement par un mauvais mot du président ou d'un ministre. On ajoute une deuxième chose sur cet aspect, c'est que ce n'est pas simplement les ministres ou les présidents qui sont fautifs, c'est qu'on a affaire souvent à des attitudes problématiques qui sont très fortement dénoncées par nos partenaires africains en disant, voilà, on a l'impression de gens qui viennent, qui ont analysé les choses, qui savent mieux que nous ce qu'on vit et qui savent mieux que nous comment se sortir de nos problèmes. Et ça ne passe plus, d'autant plus que depuis 2000, les pays africains ont diversifié leurs relations et ils voient qu'avec les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une relation comme ça. Alors je ne dis pas, évidemment, il y a des rapports de force, il y a tout un tas de choses, mais ils ont affaire à des interlocuteurs qui leur parlent d'égal à égal, ou en tout cas qui font des efforts pour ça. Et c'est souvent un grand problème. Sur le troisième point, c'est un sujet qui va, à mon avis, émerger de plus en plus, parce que la France est en train de réfléchir à une nouvelle politique, non pas africaine, mais une nouvelle politique vis-à-vis des Suds, on va dire. Comment peut se positionner Paris par rapport au Sud ? C'est ce qu'on appelle l'agenda transformationnel au Quai d'Orsay. Alors il n'y a pas encore de communication officielle puisqu'ils sont en train d'élaborer cette nouvelle politique, mais on en connaît quand même quelques aspects. C'est de faire de Paris une espèce de hub où on va discuter de questions de financement du développement, des questions climatiques ou des questions de coopération ou plutôt de partenariat entre Nord et Sud. Que ça soit la France, l'Europe ou... En fait, Paris veut devenir un carrefour. Et ça va buter sur une réalité très concrète que nous comme bien des institutions, expérimentons, je ne dis pas au quotidien, mais régulièrement. On ne peut pas avoir cette ambition-là et avoir un mal fou à faire venir des chercheurs ou des responsables parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont avoir le visa. En Afrique, on commence à avoir des gens, quand je dis on commence, ça fait déjà quelques années, quand ils ont des invitations vers l'Europe ou vers la France, ils disent bah non, on va pas y aller parce que c'est un enfer pour avoir... Moi, je vais vous donner simplement une anecdote. Un ami mauritanien qui est un directeur de publication d'un journal, qui a la soixantaine, on lui refuse son visa parce qu'on, je sais pas ce qu'on craint d'ailleurs, parce qu'on craint qu'il devienne un réfugié ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une politique qui est dénuée de bon sens. Et là, il y a une contradiction entre ces deux aspirations. On l'a pas développée parce qu'on n'a pas tous les éléments sur la politique et surtout sur la lutte entre le ministère de l'Intérieur et le Quai d'Orsay sur ces questions-là, parce que on sait par diverses indiscrétions que cette lutte est présente, mais en tout cas, on a pointé cet aspect. Dans ce briefing, après avoir décrit les manquements de la politique africaine de la France, vous écrivez que l'invention d'une nouvelle politique africaine serait une erreur. Alors que faire ? Oui, alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça ? C'est que depuis finalement François Mitterrand en 1980, chaque président qui est élu, chaque nouveau président de la République française vient en disant deux choses quand on aborde les questions africaines, c'est de dire c'est la fin de la France-Afrique. Et deuxième point, on va changer la politique africaine. Bon, c'est devenu une espèce de refrain qui est devenu un peu ridicule. Chacun veut laisser un peu sa trace. Il y a un deuxième aspect qui, à mon avis, est beaucoup plus problématique, c'est qu'on ne parle pas de politique américaine de la France et de politique asiatique de la France. Qu'est-ce que ça veut dire de parler d'une politique vis-à-vis de 54 pays ou d'un continent ? Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. On peut parler de la politique vis-à-vis du Maghreb, on peut parler vis-à-vis de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel ou de certains pays d'Afrique subsaharienne, mais dans les termes, je pense que ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, quand on regarde les textes, à chaque fois qu'on parle de politique africaine, en réalité, c'est la politique africaine vis-à-vis de l'Afrique francophone.
puisque les relations de la France avec le reste de l'Afrique, ils ne sont pas toujours idéales ou idéaux, mais dans bien des pays, c'est une relation tout à fait normalisée, comme on aurait une relation avec un pays asiatique ou latino-américain. C'est la question de l'Afrique francophone et de la relation très particulière, postcoloniale, avec ces pays, et il faut trouver un moyen de se sortir de ça. Alain Antil, dans le fond, n'a-t-on pas franchi un point de non-retour pour la France dans certains pays d'Afrique francophone, où la place semble désormais occupée davantage par des acteurs non occidentaux ? Alors il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a eu une diversification des relations. Il y a énormément de pays asiatiques, européens qui ont des politiques africaines. On part d'une situation dans les années 80-90 où, en gros, les acteurs non africains en Afrique, c'était les acteurs de la guerre froide. Donc le rôle ou l'importance de la France comme de la Grande-Bretagne ou du Portugal ont diminué, mais c'est tout à fait logique. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que des ruptures entre la France et un pays francophone, il y en a déjà eu. Je pense à la Guinée de Sékou Touré. Et on voit que les liens historiques, culturels, le nombre de gens issus de ces pays qui sont formés en France, tout ce tissu de relations fait que malgré des fâcheries très très poussées, il y a une espèce de résilience. Alors je ne dis pas que ça va se faire demain ou après-demain, mais l'offre russe vis-à-vis de ces pays est quand même très conjoncturelle. Je finirai par une petite anecdote, c'est que il y a 1 an et demi, un des fervents membres d'une ONG au Niger qui passe son temps à critiquer la France, a dénoncé lors d'une émission de radio le fait que la France l'avait sanctionné en refusant les visas à ses filles pour les vacances d'été. Donc ça en dit long sur comment il faut comprendre ces ruptures. Très bien, donc tout n'est pas perdu pour la France dans cette région, même s'il y a probablement quelques années difficiles à venir devant nous. Alain Antil, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, et chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée, ainsi qu'à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.